Eh bien, bonsoir. Nous sommes ravis au Sandal d'Empédocle d'accueillir Carole Zalberg pour son roman paru aux éditions Grasset, Tes ombres sur les talons. Carole qui a déjà participé à une rencontre au Sandal d'Empédocle dans le cadre des Petites Fugues et qu'on a le plaisir de retrouver avec nous ce soir. Donc, on va d'abord commencer par faire connaissance avec elle avant d'entrer plus précisément dans le livre. Alors, Carole, quelques mots de biographie. Tu es née en 1965, tu vis à Paris, tu as 3 enfants et tu touches un peu à tout dans le milieu de l'écriture. Tu es traductrice, tu écris des chansons, des textes. Certains de tes romans sont adaptés au théâtre. Voilà, c'est quelque chose que tu revendiques, cet éclectisme dans l'écriture. Et puis, comment tu es venue à l'écriture pour nous faire part? Première question. Bon, d'abord, bonsoir. Bonsoir Arnaud, bonsoir à ceux qui sont là. Plus que de l'éclectisme dans l'écriture, je pense que c'est toujours un peu la même écriture et la même approche, en tout cas de l'écriture, mais en ne m'interdisant aucun registre et aucun espace d'écriture, en fait. En fait, ça ne compte pas dans ma façon d'écrire et d'aborder l'écriture, que ce soit de la poésie, du théâtre, une nouvelle, du roman, etc. Ça commence par un élan, ça commence par presque une gourmandise, une envie de travailler la langue, les mots, les phrases. Et peu importe, en fait, la forme qui va s'imposer. Donc, oui, c'est quelque chose que je revendique, mais qui n'est pas pour dire je sais tout faire et j'ai plein de cordes à mon arc. C'est vraiment, c'est comme ça que ça s'impose, en fait. Après, il y a aussi parfois des propositions, des rencontres, des commandes. On sait que les commandes, parfois, nous font découvrir des choses qu'on sait faire ou qu'on a envie de faire et auxquelles on n'aurait pas pensé. Donc, il y a ce mélange, en fait, de choses qui s'imposent et puis tout d'un coup d'une voix qu'on prend parce qu'on a rencontré quelqu'un qui imagine pour vous que vous pouvez euh, aller explorer ces champs-là. L'écriture, on le sait, c'est un acte évidemment solitaire, mais tu as participé à des ouvrages collectifs, tu fais aussi des lectures musicales. On sent aussi qu'il y a une volonté d'ouvrir l'écriture et de créer un peu, comme le disait Isabelle avant qu'on commence l'entretien, une sorte de famille littéraire. C'est aussi quelque chose que tu revendiques. Oui, 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 parce que je trouve que c'est très important de sentir qu'on avance entouré, de se réjouir du parcours de gens comme ça qu'on garde un petit peu à l'œil, dont on aime le travail et comme on le disait avant de commencer, qui ne sont pas forcément qui sont de la famille, mais qui ne sont pas forcément, qui n'écrivent pas ce qu'on écrirait nous. Ça, peu importe. On peut en plus en tant que lecteur avoir des goûts assez différents et en tout cas plus diversifiés que ce qu'on écrit. Mais oui, c'est très très important ce sentiment d'avancer ensemble et puis les collaborations, les lectures musicales ou avec des danseurs, ouais, c'est formidable parce que c'est encore une autre œuvre qui naît. C'est vraiment c'est deux créateurs qui ensemble produisent encore autre chose et ça c'est passionnant et trépidant et c'est très différent du plaisir de l'écriture lui-même. Et ça fait d'autant plus rêver en cette période Oui, oui, d'isolement. oui, 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 oui. Tu t'es aussi investi pendant 5 ans à la tête de la Société des gens de lettres. Voilà, c'était une de ta Pendant part. 7 ans, pendant 7 ans. Pardon, oui. 7 ans, mais 5 ans de secrétariat général Général, et voilà, 7 ans comme administratif. voilà. Triste. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur cette expérience? Tu peux te dire un mot sur ce qu'est la SGDL pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas. Oui, oui, c'est la plus ancienne association de défense des auteurs et du droit d'auteur en France. Et j'y suis en fait arrivée parce que j'ai eu en 2008, si je ne dis pas de bêtises, un prix pour un livre jeunesse, le jour où Lania est partie, un prix de la SGDL. Et j'ai découvert l'existence de la SGDL en fait comme ça. Et petit à petit, je m'en suis beaucoup rapprochée parce que je trouvais ça
intéressant, important d'essayer de lutter pour défendre la cause. Plus j'avançais, en fait, plus je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de sujets, beaucoup de combats à mener, à la fois pour défendre le droit d'auteur et pour professionnaliser un petit peu le milieu et obtenir des choses pour les auteurs qui sont quand même dans une espèce de flou administratif et qui sont, oui, très fragiles, très précaires pour la plupart. Et voilà, et 7 ans plus tard, j'y étais encore et j'étais devenue secrétaire générale, ce que je n'aurais absolument pas envisagé. Ça a été très prenant, très chronophage, mais passionnant. Donc, je suis très heureuse d'être passée par là. Mais je crois qu'il y a un moment, en tout cas dans le milieu associatif, où il faut passer la main parce qu'on finit par s'user, on perd un peu l'énergie et peut-être aussi l'optimisme nécessaire pour En tout combattre. cas, je peux témoigner que tu as fait preuve à la tête de la structure d'une belle vitalité. Et voilà, tu as vraiment contribué à donner un élan. Et voilà, puisque j'ai participé à plusieurs sessions de formation à côté. Bah, c'est comme ça d'ailleurs qu'on s'est rencontrés, il me semble, hein. On accueille 2 nouveaux participants. Donc, euh, Bonsoir. tu as eu également en 2015, tu as été bénéficiaire tu as participé à la mission Stendhal et tu as choisi d'aller passer un mois en Israël, d'où est issu plus tard le livre Où vivre, qui avait été Oui. précédé par À la trace, qui était un récit de cette expérience. Est-ce que on peut évoquer ce texte, qui est un texte important, j'imagine, Oui, oui, oui. Oui, en fait, c'est un projet que j'avais depuis longtemps parce que j'avais un rapport à Israël où vit une partie de ma famille maternelle, un rapport très compliqué qui était un mélange d'embarras parce qu'il y avait beaucoup de choses qui me déplaisaient dans la façon dont le pays évoluait et en même temps un attachement profond, donc une ambiguïté qui me poussait à plutôt éviter le sujet, mais avec une forme de culpabilité. Et donc, j'avais très envie d'écrire un roman autour à la fois de ce rapport à Israël et puis d'une famille qui serait assez proche de la mienne. Et en fait, demander cette bourse Stendhal, c'était une façon de m'obliger à y aller, à affronter, à retrousser mes manches et à mener à bien ce projet que j'avais vraiment depuis très longtemps. Et c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai donc passé, j'étais pas retournée depuis 30 ans en fait, et j'ai passé un mois en Israël en 2015. Évidemment, je n'ai trouvé aucune réponse à mes questions, beaucoup plus de questions, mais c'était merveilleux et je pense que j'ai pu écrire le roman que je voulais écrire, c'est-à-dire me tenir à la fois dedans et dehors, avoir du recul, voir les choses de l'extérieur et en même temps trouver une forme de- d'intimité par rapport au sujet et au personnage et ça a donné Vivre. Oui, c'est un roman alors, voilà, que j'ai adoré, un roman choral qui met en scène 2 sœurs et leur descendance. Et tu Mm. dis que oui, tu t'étais, euh, c'était peut-être ton roman celui qui était le plus proche de toi, et tu as un peu donné ta voix au personnage de Carole, c'est ça, qui est la petite fille De Marie, du coup, de Marie dans le. oui, Oui, de Marie, oui, qui est la mère de oui. Carole, c'est ça. Mm. Attends, il y a des moments où ça coupe un petit peu, hein. Je t'ai pas bien entendu là. Oui, je disais que c'est le Oui. livre qui est peut-être le plus proche de toi, et que tu avais donné ta voix à un des Mm. personnages, Mhm. Marie. Oui, oui, complètement. Et c'est à la fois un des plus proches de moi et le plus difficile à écrire parce que il y avait une sorte d'obligation encore plus que d'habitude, une obligation de justesse. C'est toujours une obligation et c'est l'enjeu principal, à mon avis, de l'écriture, c'est la justesse. Mais là, avec un sujet pareil et en plus des personnages qui, de toute évidence, représentent des, des membres de ma propre famille, j'avais vraiment pas le droit d'être à côté de mon sujet et de trahir. Donc, ça a été une écriture pas douloureuse du tout, mais difficile. Peut-être je pense que ça a été mon livre le plus difficile à écrire. Et puis c'est intéressant parce que tu avais, à l'issue de la mission Stendhal, tu avais écrit un récit, À la trace,
comme Mhm. peut-être une ébauche de ce roman, et il t'a fallu utiliser 1 an pour que le roman Oui. s'impose à toi, en fait. Oui, en fait, l'écriture du journal, je pense que j'avais pas prévu, hein, mais ça s'est imposé. Ça a été une façon de déposer le réel brut, quasi immédiat, même si on sait bien qu'à partir du moment où on écrit, on transforme déjà un petit peu, mais quand même, c'était vraiment sous la forme d'un journal, donc vraiment l'expérience directe. Et le fait que ça forme un livre, c'était une façon ensuite de pouvoir m'en éloigner, de trouver comment aborder cette histoire par le biais de la fiction. Mais c'est vrai qu'il a fallu que ça décante et que je trouve par où rentrer en fait dans ce roman. Donc, c'est un roman voilà, qui suit trois générations de femmes, un procédé qu'on retrouve aussi dans un autre livre coup de cœur, pour moi, À défaut d'Amérique, qui, lui, interroge également alors, les générations, l'amour filial, la difficulté parfois à gérer les liens familiaux, des thèmes qu'on pourra retrouver aussi dans le livre, dont on va finir par parler. Mais c'est les gens continuent à arriver, donc c'est parfait, ils arrivent. Ah, et puis moi, je suis ravie qu'on parle aussi de mes livres plus anciens, hein. Ils continuent tous à exister, donc c'est très bien. C'est Ah oui, rare en plus. À défaut d'Amérique, vraiment, oui, c'était vraiment un livre qui m'a beaucoup touché, un livre là qu'on a envie de voir se poursuivre sur des générations et des générations. En fait, tu sais que c'était le troisième volet d'une trilogie. Il se trouve que les deux premiers volets avaient été publiés chez Albin Michel, donc ça. Ah, on a. Voilà. Voilà. Euh, oui, ça n'a pas forcément été identifié et présenté comme une trilogie parce que c'était pas chez le même éditeur, mais ça s'appelait la trilogie des tombeaux, et des tombeaux vraiment au sens littéraire du terme. C'était 3 petits tombeaux littéraires à 3 générations de mères que j'appelle empêchées. Et en fait, À défaut d'Amérique était non seulement le dernier, mais le plus déployé dans le temps parce que elles avaient ces mères et ces filles avaient la particularité de mourir en sens inverse de la chronologie naturelle, c'est-à-dire que la plus jeune disparaît la première, ensuite sa mère et ensuite la grand-mère. Donc le dernier volet était vraiment très déployé, commençait au début du XXe siècle et se terminait quasiment de nos jours. En tout cas, pour celles et ceux qui ne l'auraient pas lu, on recommande aussi de lire Où vivre et À défaut d'Amérique. Qui existe en Babel, hein, je le précise. Allez, pour faire une petite Madeleine sur les livres que tu as écrits avant, avant Tes ombres sur les talons, tu as aussi écrit L'invention du désir, c'est ça, publié aux éditions Chemin de Fer, qui est une très belle maison d'édition. Oui, maison d'édition que j'adore. Et je sais que c'est un livre qui fonctionne encore, tu m'en parlais, qui vraiment une belle durée dans le temps et qui Il a quasiment 11 ans, bientôt 11 ans, ouais. associe l'écriture et l'illustration, le dessin. Voilà. Oui, oui, c'est vraiment une exploration de l'emphase amoureuse, de l'attente amoureuse et du désir, comme le titre l'indique. Alors, avant d'en venir au livre, une dernière petite incursion dans ton parcours. Donc, en 2017, tu es venu participer aux Petites Fugues à Oui. Besançon. C'est ce que ça t'a laissé un bon souvenir. Comme tu es avec Ah, Byzantin, tu es obligé de dire c'était absolument formidable. J'ai adoré cette expérience et je dis pas ça parce que, parce que je suis dans la région là, virtuellement. Non, non, c'était vraiment, de toute façon, je savais, hein, les Petites Fugues avaient une excellente réputation et je n'ai absolument pas été déçue. Le fait vraiment d'aller à la rencontre de tant de lecteurs différents, dans des endroits différents. En plus, c'est souvent très beau et puis j'aime bien aller dans des endroits un peu reculés. Là, c'était le cas assez fréquemment. Non, c'était génial. On voudrait vivre comme ça tout le temps, en fait. C'est une espèce de tournée, là. Non, c'est génial. Puis alors, en ce moment, ça manque d'autant plus. Vraiment, ça appartient au fantasme. Alors, pour entrer dans le roman que tu as publié en ce début d'année, Tes ombres sur les talons, peut-être que la meilleure façon, c'est, avant de parler du livre, de le donner à entendre et donc de t'écouter en lire un extrait, puis il y en aura un second en bonus en fin de rencontre. Avec plaisir. Donc, c'est vraiment le tout début qui est une sorte de prologue. Mehdi n'a pas assez vécu pour savoir qu'il meurt.
Son dernier souffle, échoué au seuil de sa bouche, n'est que cela, trop court, épaissi de froid, ravalé par l'enfant que sa mère berce encore. Aussi longtemps que le petit corps est tiède dans ses bras, qu'elle lui parle, les protège, elle et lui derrière sa voix fêlée mais fervente, tout investie de sa mission d'espoir et d'attention, elle non plus ne sait pas qu'elle est en deuil. Elle aurait dû coucher son fils dans un vrai lit ce soir, c'est ce qu'on leur avait promis. Ils ont convergé, innombrables, hébétés par la succession des épreuves, eux qui n'avaient vu venir au long de leur périple ni l'asile ni le repos. L'enfer qu'ils avaient quitté interdisait toutefois le regret. On leur avait annoncé la veille qu'une salle communale allait être aménagée pour les accueillir. Les températures effroyablement basses glaçaient même les eaux des nantis, ébranlaient du coup vaguement les consciences. Depuis leur arrivée dans cette ville qui était sur leur interminable chemin, qui n'était pas leur but, ils ne visaient d'ailleurs pas un lieu, mais l'abri possible et autre chose que la simple survie, la plupart de ces errants dormaient au coin des rues, au bord des voies rapides, dans des passages très fréquentés. Silhouettes solitaires, familles entières formant nœuds sur une bouche de métro ou dans des renfoncements, organisant leur espace avec ce que d'autres avaient mis au rebut. On leur donnait la pièce, au mieux un peu de nourriture. Leur situation était devenue si banale, ils étaient si nombreux à tenter de durer ainsi en grappes invisibles et remplaçables que rien ne semblait devoir changer. La tempête de neige avait décimé leur rang en quelques jours et on avait enfin fait mine de s'en offusquer en haut lieu, d'où la promesse d'un hébergement d'urgence. On était passé parmi eux, leur avait expliqué où se rendre avant le soir. Certains se méfiaient, mais il faisait vraiment trop froid pour ne pas céder à la perspective d'un vrai repas et d'un toit, même à partager entre mille. Une fois sur place, pourtant, ils n'ont pas été accueillis, mais repoussés avec violence par un groupe vociférant, riverains aux rangs gonflés par quelques activistes en tenue de combat, tous brandissant de laides pancartes où s'affichait sans honte leur haine des étrangers. On ne voulait pas d'eux dans ce quartier cossu. Les ombres les plus inquiètes et découragées, n'attendant pas que les forces de l'ordre leur ménagent finalement un accès, ont aussitôt regagné l'ombre des recoins. Après 18 mois d'une vie arrimée à l'errance de sa mère, Mehdi est mort dans la nuit. Donc voilà, ce sont c'est l'incipit du livre, les deux premières pages. Et puis, donc on passe ensuite à un récit qui débute par un jeu féminin. C'est vrai que donc il y a aussi cette surprise de ce prologue. Et puis, on débarque dans la vie de Mélissa, donc une jeune fille très douée qui vit dans un milieu modeste avec un père routard et une mère cantinière. Elle est très douée, elle réussit brillamment ses études et puis elle doit quitter le cocon familial, qui n'est pas véritablement un cocon, la cellule familiale, on va dire, et elle se retrouve en prépa dans un monde dont elle n'a pas les codes. Donc, il y a une première adaptation nécessaire. Et puis, elle réussit brillamment ses études, mais elle ne réussit pas à transformer l'essai, si on peut dire, c'est-à-dire qu'elle ne réussit pas à appliquer ce qu'elle a appris dans le monde du travail, puisque elle se sent incapable de faire ce qu'on exige d'elle, ce qu'on attend d'elle dans le monde du travail. Et progressivement, elle va se laisser embarquer, elle va être sous emprise en fait. C'est ça le sujet du livre, c'est comment on bascule. Et après, on va voir bien sûr le lien avec les premières pages bouleversantes du livre, mais voilà, donc c'est ce portrait de Mélissa, c'est ça qui… Exactement, exactement. C'est en fait comment petit à petit, des petits déplacements, des petits décalages, des petits déraillements, mais qui en sont à peine, hein, qui sont vraiment légers, créent une sorte d'espace et de fragilité pour une emprise, pour des mauvaises rencontres qui vont conduire où on verra que Mélissa est conduite. Mais ce qui m'intéressait, c'était travailler peut-être une forme de radicalisation, pour employer un grand mot qu'on emploie beaucoup aujourd'hui, mais
pas spectaculaire du tout, en fait, et pas par conviction, mais par, oui, par fragilité et par manque de parce qu'on n'a pas sa place, parce qu'on ne se sent pas, on ne se sent pas à sa place, et du coup, on flotte un petit peu, et donc on s'accroche à la première branche venue, tout ce qui peut permettre de se sentir à la fois reconnu et, euh, et, et aimé, pour là encore employer un grand mot, parce que je pense qu'il s'agit souvent de ça, en fait, quand on prend une voie qui peut être une voie qui est un égarement, mais c'est souvent parce qu'on cherche à ce qu'on nous renvoie un regard qui aide à être mieux au monde. Donc, on en revient toujours à une histoire de rencontre, en fait. Et l'autre grand thème du début du texte, c'est le rapport au monde virtuel, puisque au parallèle de son incapacité à vivre dans le monde du travail, le monde réel du travail, le personnage de Mélissa rayonne sur la toile sous un pseudonyme, d'Artémis. Artémis, la déesse protectrice des chemins et des ponts. Donc c'est aussi bel écho à tout ce que tu écris. Voilà, c'est quelque chose que tu avais aussi dans un autre texte, pour faire encore allusion à un texte précédent à toi, dans Morévie de Lily Riviera. Tu avais aussi montré comment une jeune femme en quête d'amour qui se laisse emporter par, on va dire, peut-être les sirènes du monde virtuel et de… Alors, oui, Moréville et Riviera, on a l'impression que c'est dans un autre monde et enfin, c'était un autre siècle d'ailleurs, puisque le livre a presque, quasiment 20 ans, je pense, peut-être un tout petit peu moins. C'était avant Internet, donc Moréville et Riviera, c'était vraiment une femme qui effectivement se réinventait, mais sous la forme presque d'une autodestruction. C'était un personnage à la Lolo Ferrari, pour ceux à qui ça évoque quelque chose. Mais c'était sans les outils d'aujourd'hui. Peut-être qu'effectivement, si aujourd'hui, ça serait une influenceuse archi maquillée, botoxée, oui, sans doute. Ça pourrait tout à fait être un personnage d'aujourd'hui, mais il faudrait juste quelques aménagements, quelques adaptations. Elle tombait plutôt dans l'univers du porno, jusqu'à la destruction totale. Mélissa, elle est vraiment représentative de cette possibilité finalement de s'inventer, se réinventer, et petit à petit peut-être de ne plus exister tout à fait, c'est-à-dire de tellement investir dans cette création, dans cette fabrication, qu'on se perd et on n'est plus ancré sa vie réelle. C'est mon chat peut-être que vous entendez. Il y a un chat qui miaule. Je ne peux pas l'empêcher de miauler. Ce qui est la force de ton écriture, c'est que tu nous mets à niveau du personnage, c'est-à-dire il n'y a pas de posture morale, de jugement sur ce que vivent les personnages. On accompagne vraiment le Mélissa, on entre presque avec elle sous l'emprise de ce gourou, et c'est voilà, la force de ton écriture, c'est ça, c'est de nous faire être au niveau du personnage. Mais parce que moi-même, en écrivant, je suis dans cette observation, cet accompagnement, et à partir du moment où on est comme ça, si proche des personnages qu'on campe, il ne peut pas y avoir de jugement, parce qu'on est un peu tout le temps de l'écriture, en tout cas. Et puis, de toute façon, oui, vraiment, le roman n'est absolument pas le lieu du jugement. Enfin, ce serait une aberration. Oui, tu avais dit dans une interview précédente, j'ai l'impression quand j'écris que je porte toute l'humanité en moi. Et tu expliquais aussi que tu ne voulais pas forcément faire trop de recherches pour justement garder ce rapport. Possibilité d'invention, oui, oui, oui. Oui. C'est pour ça que quand je parlais tout à l'heure d'où vivre, c'est pour ça que ça a été plus difficile, parce que c'était la première fois aussi que je travaillais comme ça, que j'allais d'abord sur place, et que je recueillais énormément d'informations, et qu'il fallait ensuite en faire quelque chose et trouver une liberté, hein, une liberté de création avec tout ça. Alors que c'est vrai que j'ai plutôt tendance à, même là dans Tes ombres sur les talons, il y a différents lieux qui sont explorés, on n'en a pas encore parlé, mais ça se passe vraiment à la fois d'abord en France et ensuite aux États-Unis.
et ça se termine de nouveau en France, mais c'est pas tout à fait la France. Mais les lieux sont, j'ai très peu, ce sont des lieux que je connais, mais que je connais pas forcément aujourd'hui pour certains, et je les réinvente en quelque sorte. C'est vraiment j'ai plus travaillé sur l'image de ces lieux, et à la fois l'image que je m'en fais, l'image collective et ce qu'ils représentent, que sur vraiment des données très, très concrètes et précises. Et du coup, l'idée de ce texte-là, elle t'est venue comment? Elle, Il y a eu plusieurs choses. J'ai animé une masterclass à l'ENS Ulm il y a 2 ans. Oui, 2 ou 3 ans, je ne sais plus. Et en voyant tous ces étudiants absolument brillants qui d'ailleurs au départ, enfin, j'étais terrifiée la première fois parce que je n'ai pas du tout ce type de parcours, donc je me demandais vraiment ce que j'allais pouvoir leur apporter. En fait, ça a été extraordinaire d'échanges, mais vraiment d'échanges mutuels. Je pense que, et je le dis d'ailleurs à la fin dans mes remerciements, je pense que j'ai autant appris d'eux que, enfin, peut-être même plus que l'inverse. En tout cas, vraiment en les observant, parce que ça a duré plusieurs semaines, je voyais bien que certains, comme Mélissa, étaient à la fois extrêmement doués ou plutôt très appliquée, comme elle l'est elle, parce que tu disais au début qu'elle est brillante. Pour moi, elle est plus appliquée. Elle a toujours fait ce qu'on attendait d'elle. Et donc, on pouvait sentir, parce qu'ils étaient très divers, et je pense que le fait qu'ils aient eu envie de suivre cette masterclass, cet atelier d'écriture, en disait long sur eux aussi, sur leur envie de sortir un petit peu des carcans. Ils le disaient d'ailleurs quand on en parlait. Mais c'était évident que certains ne suivraient pas du tout la voie toute tracée, certains parce qu'ils auraient du mal, compte tenu de leur personnalité, d'une forme de quête ou enfin, on sentait que certains n'étaient pas forcément à la bonne place. Et je pense que c'est un peu né là l'idée de ce roman, et en tout cas de ce personnage. Il y avait aussi certains dont on sentait qu'ils étaient parfaitement à l'aise dans cet univers, qui étaient tombés dedans comme Astérix dans la potion magique, et d'autres pour qui c'était constamment une sorte d'effort et de jeu presque pour appartenir et pour se fondre en fait dans le décor. Et ça, moi, je suis très sensible à parce que je suis très travaillée par l'idée de légitimité, ou plutôt d'illégitimité, d'usurpation. Et je voyais bien que même à ce niveau-là, c'est-à-dire que tous les étudiants qui étaient dans cette classe avaient forcément un niveau vraiment extrêmement élevé, d'apprentissage, d'intelligence, de culture, mais certains paraissaient quand même un peu fragiles, doutant d'eux-mêmes, et voilà. Et donc, ouais, il m'en faut pas beaucoup plus pour que j'ai envie de tirer sur ce fil-là. Et la deuxième chose, c'est comme souvent chez moi, j'avais vu passer un titre aux infos sur vraiment comme au début du roman, dans les beaux quartiers à Paris, des gens, des riverains qui avaient manifesté pour empêcher des sans-abri d'accéder à un hébergement d'urgence. Il faisait extrêmement froid. J'avais trouvé ça tellement à désespérer de l'humanité, tellement atroce, que ça s'était logé dans un coin de ma tête. Et puis, comme souvent, ça s'est tissé ensemble. est-ce que dans cette masterclass, il y a eu une Mélissa en particulier que tu as eu? Non, 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 c'est vraiment un mélange. C'est vraiment un mélange. Non, non, j'aurais pas osé carrément voler Mais des peut-être détails trop précis. une qui aurait pu t'inspirer plus, ou Non, parfois. c'est comme le gourou qu'elle va croiser ensuite. C'est aussi une espèce de créature hybride faite de tous ceux qu'on voit passer et sur nos écrans. J'ai vraiment… oui, c'est un Alors, peu… ouais. Alors, ce gourou, justement, qui est un gourou d'extrême droite, Mm. c'est un gourou double, enfin, il est double, puisqu'il a son frère jumeau qui, lui, milite plutôt à gauche. Et du coup, il y a Et qui est plus christique, le frère. description aussi assez féroce du cirque médiatique, puisqu'on voit qu'ils Mm. font
la joie des médias, puisque deux jumeaux Mmh. au parcours opposé. Et donc, Mélissa est présentée un peu par hasard à Marc, donc ce leader qu'elle trouve charismatique, en fait, sur lequel elle projette Mmh. tout ce qui lui manque. Et elle va, c'est ça aussi le sujet du livre, elle va, à un moment, il y a une prise de conscience. Alors, je ne sais pas si on peut évoquer ce qui fait la prise de conscience ou s'il faut laisser le, les surprises de lecture, mais en tout cas, il y a une prise de conscience à un moment. Mmh. Je trouve aussi très, très fort la manière dont tu expliques ce qui fait cette prise de conscience. Et Mélissa, dans la seconde partie du livre, va donc fuir la France et se fuir elle-même pour essayer de se trouver en Amérique, puis en Alaska, avant de revenir Mmh. dans une partie de la France qui n'est pas tout à fait la France, qu'on évoquera peut-être à la fin. Voilà, donc sur cette partie, l'errance, c'est voilà, la quête, la fuite et la quête. Oui, oui, et c'est ce qui fait, enfin, c'est l'importance, là encore, du déplacement. Le déplacement pour les rencontres possibles, le déplacement pour voir les choses autrement, pour changer de point de vue, pour ouvrir un peu. Euh, mais c'est vrai qu'au départ, c'est une fuite. Avant d'être une volonté de, comment, de rompre avec cette, enfin, de sortir de son égarement et de se ressaisir et de peut-être être mieux avec sa conscience. Et il y a vraiment une sorte, elle se laisse, elle est assez passive en fait. Elle part avec un ami, elle se laisse un peu embarquer comme ça, et heureusement. Euh, mais mais j'aime beaucoup essayer de suivre ce que produit le mouvement. D'ailleurs, ça aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de mes livres, les trajectoires, ou sous forme d'errance ou de voyage simplement volontaire. Mais souvent, quand même, ce sont des trajectoires contrariées à la suite de drames, de guerres, de conflits, de misère, peu importe. Euh, mais je trouve ça très intéressant de suivre les transformations que ces déplacements provoquent, et même, enfin, y compris sur le corps. Parce qu'il y a ce déplacement donc sur le territoire américain, et il y a aussi avec qui elle fait ses déplacements, puisque elle rencontre elle se fait accompagner de manière successive Mm. dans son périple, notamment par trois hommes. Enfin, elle arrive aux États-Unis avec un ami, et puis ensuite et là encore, il y a un rapport, une analyse de voilà qui nous accompagne. Qui peut parfois nous aider même pour des raisons qui ne sont pas forcément bonnes. Enfin, voilà, il y a aussi Oui. Mm. ce regard toujours sans jugement, et au niveau des personnages où on découvre l'évolution de la relation même, au même moment que tu nous y emmènes en fait. Mm. C'est, Oui, oui, mais d'ailleurs, c'est pas du tout une analyse, c'est vraiment, encore une fois, une sorte d'observation. On est embarqué dans son périple, et y compris dans ses tâtonnements, dans cette rencontre qu'elle fait aux États-Unis, où c'est presque, quand elle rencontre ce Ryan, donc, avec qui elle va traverser le continent. euh, c'est comme si elle avait en face d'elle quelqu'un qui correspond à ce qu'elle souhaite vivre. C'est encore un peu une projection immédiate, mais une projection quand même. Mais c'est quand même une étape, peut-être une étape nécessaire vers quelque chose de plus, qui lui correspondrait davantage. Donc, c'est une rencontre très importante, ne serait-ce que parce que c'est une rencontre qui l'amène à d'autres rencontres et à plus de vérité, en fait. ce que je trouve aussi toujours très, très juste dans tes textes, c'est que toutes les dimensions de la vie sont représentées, c'est-à-dire que la relation, elle passe aussi par le contact des corps, et c'est quelque chose qui n'est qui est pas omis. Je trouve que c'est aussi un des aspects très forts du livre, c'est comment la relation entre deux corps, elle est constitutive d'un parcours, elle peut signifier ou marquer l'échec, ou au contraire l'aboutissement d'une relation. C'est aussi quelque chose qui est je trouve très bien
posé. Oui, mais j'allais justement évoquer cette dimension-là, notamment dans cette rencontre avec cet Américain. En fait, ce qui m'intéresse beaucoup, d'abord, j'adore écrire autour des corps et du corps amoureux, du corps désirant, tout en trouvant la bonne. C'est vraiment un défi parce que c'est vrai que je n'aime pas forcément écrire cru. Donc, aborder la sexualité, je veux le faire faut pas que ce soit mièvre, il faut pas que ce soit, et donc il faut que ce soit relativement direct et explicite, mais avec des choses qui sont simplement évoquées, qu'on devine, plutôt en parlant de sensations que d'actions et des gestes eux-mêmes. Mais ça me paraît très, très, très intéressant parce que ce qui frappe en fait souvent dans ces rencontres et dans ces relations, c'est que ces deux, comme tu le disais, en fait, ces deux personnes qui arrivent avec leur vécu, leur histoire, leur traumatisme, leur blocage, leur fantasme, peu importe, leur façon de vivre le désir et la sexualité. Et souvent, il y a malentendu, enfin, c'est quand même très, très fréquent. Et pour certains, ça va être absolument dérisoire et pour d'autres, ça va avoir des conséquences dramatiques. Donc, c'est vraiment des points de basculement, souvent, ces moments de rencontres physiques. Et je trouve ça vraiment passionnant d'écrire ça, de le décrire et de l'écrire surtout. En tout cas, dans ce texte, enfin, j'ai trouvé que c'était vraiment extrêmement bien rendu et en tout cas, de ce que tu évoquais, l'écueil que tu pouvais citer, il n'y a pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, on a vraiment la vision de la relation sans que jamais ce soit ni inutilement cru, ni inutilement grivois. Donc ça, je trouve vraiment que cet aspect-là était aussi très Ouais, bien. merci. Alors, un autre point intéressant, c'est la voix de Mélissa, puisque je ne sais pas quel extrait tu nous liras pour conclure, mais tu alternes entre je, tu et le elle. Et je trouve que ça crée une sorte de regard multiple sur le personnage qui est toujours elle. Alors, comment tu es venu à ce choix de multiple? Ça s'est vraiment imposé, hein, ce n'était pas du tout calculé, prévu dès le départ, mais je pense que le jeu m'a permis moi, en tant qu'auteur, d'entrer dans le personnage, donc d'être vraiment, de faire complètement corps avec elle. La troisième personne permet un peu plus de distance, qui me paraissait important aussi, au moment, en tout cas dans le roman où la troisième personne s'impose. Et pour moi, vraiment, le tu, qui pareil a débarqué, peut-être que le passage que je lirai, c'est que vraiment la première occurrence de ce tu, c'est vraiment l'apparition de la conscience de Mélissa. En fait, c'est vraiment le moment où je ne l'ai pas du tout analysé comme ça au moment de l'écriture, mais c'est après en relisant, en retravaillant le texte, j'ai vraiment pris conscience de ça, que c'est sa voix intérieure qui essaye d'un peu de la confronter avec ses actes et avec ses responsabilités. Et alors, est-ce que justement dans la phase de retravail après le premier jet, j'imagine, est-ce que tu as pu être amené parfois à changer justement la focalisation sur un chapitre où non, tu avais trouvé Non, 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 mais ça, ma façon d'écrire permet peu ce genre de changement après coup parce que il y a quelque chose de très presque d'organique, c'est-à-dire que ça pousse comme ça, ça s'impose comme ça et du coup je- tout risquerait d'être détruit si je commençais à trafiquer en fait ce que j'ai. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un très gros travail, hein, mais le travail en fait se fait vraiment au fur et à mesure, chaque phase d'écriture, chaque jour, chaque heure. Là, la phrase est triturée, je me pose 1000 questions et je peux avancer très lentement. Mais c'est vrai qu'une fois que c'est posé, ouais, c'est comme un corps en fait qui est un corps vivant et je vais pas l'amputer, je vais pas le tordre, voilà, je le laisse à peu près comme il est. Après, je peux lui faire des petites retouches, changer un grain de beauté, mais, mais je le laisse à peu près tel quel. c'est pas le corps de Lily Riviera, c'est un corps qui reste. Ouais, non, c'est voilà.
Et peut-être, puisqu'il est 19h40, tu peux nous lire un Oui, extrait avec le dessus. je vais juste mettre un peu plus de lumière parce qu'en fait, j'avais du mal à lire tout à l'heure. Pas... Et puis on laissera la parole aux Oui, intervenants bah oui, parce que ça serait bien quand même de… pour un échange. On a essayé dans cette présentation de ne pas trop en dire pour ne pas spoiler, selon ce mot affreux, pour celles et ceux qui ne l'auraient pas lu. Voilà. Mais si vous avez des questions précises après avoir lu le livre, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Alors, on te laisse lire. Ouais. En fait, je suis très mal éclairée. C'est pas… Mélissa fuit les rassemblements, que ce soit pour un concert, les festivités du 14 juillet ou le traditionnel défilé du 1er mai. Quelque chose dans ces corps en troupeau, toute volonté individuelle diluée dans celle de la foule, l'embarrasse et diffuse une sourde inquiétude. Les hordes vociférantes, chantant, scandant des slogans autour d'elle, lui apparaissent comme des enfants excités dans leur costume d'adultes, soulagés de déposer pour un temps le fardeau de la retenue, de la bienséance. Elle est incapable de se mêler aux cris, de se laisser porter par le flot, n'est pas sujette à l'exaltation du nombre. Au contraire, en de rares occasions où elle a dû se mêler à un cortège, assister plus jeune avec ses parents à un spectacle en extérieur au milieu de vacanciers ivres de joie, elle n'a ressenti qu'angoisse et gêne, ne croyant ni à la gaieté affichée, ni à la sincérité des formules lancées dans l'air comme des imprécations dérisoires. Prise entre sol et ciel encombré, elle a chaque fois cru étouffer. Ce jour-là, lorsque Mélissa sonne chez Marc, ce n'est pas lui qui vient ouvrir, mais l'un quelconque de ses sbires. Elle ne retient pas leur nom à tous. Ils forment à ses yeux un ensemble mouvant, indéfini, aux éléments interchangeables. Le maître est occupé à fulminer en rond, en raison des températures polaires et parce que le christique Vadim a interpellé les autorités la veille au JT, la mairie a décidé d'ouvrir des centres d'hébergement d'urgence pour les sans-abri, migrants récents ou habitués de la rue. L'un de ces refuges, installés dans des locaux désaffectés, appartements vides ou bâtiments municipaux provisoirement reconvertis, est inauguré ce soir dans le quartier à 2 pas de là. Marc est dans une rage folle, se lève, s'assoit, se relève et piétine, ne remarque même pas l'arrivée de sa favorite. Il dénonce en écumant le coup de pub des élus et la démagogie du ravi de la crèche, son jumeau. Ces arguments sont d'une incohérence et d'une mauvaise foi telle qu'on se demande comment il ne perd pas aussitôt tous ses suiveurs, à commencer par Mélissa, qui n'a pas la bêtise servile de certains. Pourtant, la véhémence passant sans doute pour de l'inspiration, la fureur pour de la puissance, tout cela sur un terreau de frustration et d'envie d'en découdre, une ferveur guerrière gagne l'Assemblée. On ira au clash s'il le faut, mais on empêchera l'accueil de ce rebut, cette lie de la terre, ces dégénérés incapables de se débrouiller seuls, pas fichus de travailler ni de se battre contre leurs prétendus ennemis, et qui viennent ensuite avec leurs chiers de gamins, intenables et débraillés, exhiber leur misère sous le nez de nos petits. Mélissa, désarçonnée par la soudaine indifférence de Marc à son égard, au bord de la panique, n'entend pas distinctement cela. N'entendrait-elle qu'elle réussirait à se convaincre de l'existence d'une part de vrai dans ce qu'on dénonce ou plutôt crache ici, bien à l'abri, en se chauffant les os au feu vif de la cheminée. Comme avec les pages du carnet, elle ravalerait son indignation. Rien ne compte que réorienter vers elle le regard de celui qui l'a pour ainsi dire créé. Afin de mieux s'immerger dans le désir de Marc, l'élu a assez vite cessé de travailler, ne rejoint plus jamais sa bande débréchée. Elle se concentre, n'est que disponibilité et attente en direction de celui qui pourtant n'est toujours pas son amant. Alors qu'elle suffoque d'être soudain privée de ce qu'elle prend pour l'air vital et qui est du poison, rien n'est indigne de ce besoin dévorant, qu'il la voit à nouveau comme lui seul l'a vu, qu'il la veuille comme en 1000 mots et gestes flamboyants il a dit la vouloir. Elle respire, mais elle est éteinte, qu'il la ranime, qu'il l'emporte. Lors des préparatifs du coup de force décidé à l'unanimité, en fait la voix du maître et ses fidèles échos, Mélissa, petit robot tremblant, est la plus affairée. Pas un instant, elle ne songe à ceux que salissent les mots tracés au marqueur sur les banderoles fabriquées à la va-vite. Pas plus qu'elle ne s'effraie des tenues de combat que certains enfilent en cachant mal leur excitation. Rien n'a de réalité en dehors de sa volonté de complaire et d'être à nouveau remarquée. Elle est en première ligne de leur assez maigre rassemblement où des habitants du quartier se sont aussi glissés. Elle fait bloc d'inhumanité.
reçoit la récompense du corps tendu de Marc près du sien, se croit ressuscité. Donc, du coup, ça fait écho au premier passage que j'ai lu, c'est pour ça que j'ai choisi ça. Et pardon encore pour le chat. C'est juste après que survient justement le surgissement du tu. C'est juste la page. D'ailleurs, oui, j'avais peur que ce soit trop long, mais c'est très très court. Je peux lire ce dernier passage. Et tu ne les vois pas, les silhouettes hésitantes qui convergent vers le lieu promis. Tu ne vois pas que votre hostilité fait rebrousser chemin aux plus échaudés, qu'ils renoncent à peine arrivés, ce que déconvenues et trahisons successives ont transformé en écorchés, rendus à la fuite par le moindre signe inquiétant. Tu n'as pas les yeux fermés, pourtant. Merci pour, voilà, pour ces deux très belles lectures. Est-ce que parmi celles et ceux qui participent, alors nous sommes 11, hein, et il y en a qui souhaitent interroger Carole ou faire part de leur réaction, qui auraient lu le livre. Alors Isabelle Flaten nous a déjà fait part de quelques commentaires. Donc Isabelle, je le dis aussi, qu'on recevra mardi prochain. Voilà, on a aussi Cédric qui a un blog, je sais qu'il aime beaucoup le travail de Carole. On a le chat qui s'exprime. Isabelle, tu veux parler? Je suis vraiment désolée, mais je… Tu réactives ton micro, Isabelle. Voilà, tu peux parler. D'abord, féliciter Carole, parce que ça, c'est important. Et puis, je ne sais pas s'il s'agit de partager son propre sentiment. Je dirais qu'il y a quelque chose qui m'a vraiment captivée dans ce livre, c'est la manière dont tu décris le phénomène de l'emprise. Outre tout ce dont tu as parlé, évidemment, le pouvoir des médias, enfin, tout ce que tu as évoqué, mais Mélissa, finalement, à la fin, je me suis dit, mais elle suit les autres et ça va causer sa chute parce qu'elle a une faille en elle, j'imagine. Voilà. Mais après, elle va renaître, mais c'est encore en suivant quelqu'un. Oui, tu vois le parallèle. Oui, comme si elle seule, elle était incapable en fait de tenir droit. Il lui faut des tuteurs, des guides, mais on peut espérer qu'elle va quand même vers de plus en plus d'autonomie ou en se trouvant justement sur ce chemin-là, à un moment donné, peut-être elle n'aura plus besoin de suivre, comme tu le dis. Oui, c'était, voilà. Non, mais c'est tout à fait juste. Je l'ai lu comme tu l'as écrit, en fait. C'est ça, ce personnage. Et puis, alors, et en plus, bon, évidemment, parce qu'outre l'écriture, mais je donne juste ce sentiment-là de dire que moi, ça m'a finalement, ce qui fait réfléchir, mais qu'on savait déjà, mais ton texte oblige à y réfléchir encore plus avant, c'est que la faille, faille narcissique dans son corps, enfin bon, on s'en fiche, la fragilité, disons, il y a besoin de si peu pour partir, pour dériver. Exactement, exactement. Voilà. Ouais. Non, mais merci Isabelle. Mais oui, ça part peut-être de ça, le roman, de ce constat-là. Je ne sais pas, mais c'est tous les cas, oui. Bravo, Carole. Merci beaucoup. Oui, sur la 4e de couverture, l'éditeur dit que le livre aurait pu s'appeler, la présentation du livre aurait pu s'appeler Histoire d'une conscience. Justement, sur le titre, comment t'es venu le titre? En fait, c'est dans le livre, à un moment donné, elle est vraiment, je dis que Mélissa a ses ombres, enfin, c'est d'ailleurs le tu as tes ombres sur les talons. Moi, j'aime vraiment ce titre parce que j'aime comme il sonne et ça, c'est vraiment important. Et je trouve qu'en plus, il évoque aussi le mouvement, enfin la fuite en l'occurrence, mais quand même le mouvement. Donc ça, c'est très fidèle au contenu du livre. J'aime les mots qu'il contient, cette idée d'ombre, mais d'ombre qui aussi finalement nous fait avancer. Donc voilà, ça s'est imposé là encore et j'ai travaillé très vite avec ce titre en tête et il a tout de suite plu
à Juliette, mon éditrice. Donc, ça, c'était merveilleux parce que parfois, il faut se battre un petit peu pour imposer un titre, mais là, non, ça a été une évidence. J'ai pas encore, oui, j'ai encore le droit de parler. Je sais pas comment ça se passe les vidéos en fait. Je suis pas tellement. Je pense que tu parles autant que tu veux en fait. Mais oui, mais Carole, ce titre, mais il est génial. Il n'y a pas d'autre mot. Il est génial. Merci. Voilà, ça c'est waouh. Mais merci. Si j'aurais voulu le trouver. Ça c'est un grand hommage. Mais tout ce que ça sous-tend, voilà, qu'on a toujours nos ombres, nos propres, nos trous, je sais pas, c'est voilà. Merci beaucoup. Ouais, chance. Bon. Est-ce que ça veut poser... C'est possible d'intervenir? Oui, bien sûr. Pardon, j'ai dû sortir 5 minutes tout Juliette. À l'heure. Ça va. Juliette Jost, tu es l'éditrice du livre. Oui, j'ai dû sortir 5 minutes, donc pardon si c'était les 5 minutes où vous avez parlé du sujet que je voulais aborder. Non, j'aurais voulu que tu nous parles un peu de l'alternance des points de vue. Là, tout à l'heure, on en a parlé. Ça doit être le moment où tu es sorti. Il faudra que tu regardes l'enregistrement. Allez mettre le dîner en route parce que sinon, ça allait. En tout cas, sur le titre, effectivement, parfois il y a des doutes, des discussions, mais en l'occurrence, oui, non, il n'y avait pas de. Non, là, c'est vrai que ça a été immédiat. Ouais. Oui, mais ça aurait pu ne pas, parce que ce n'est pas non plus un titre, c'est quand même un titre qui pose le niveau d'exigence du texte. Hein. On est tout de suite dans un niveau littéraire voilà, qui est le tien, évidemment, mais enfin, c'est quand même un titre qui à la fois appelle et qui en même temps a sa complexité, mais c'est vrai qu'il est très, très beau et qui correspond très bien au livre. Bah, écoute, je suis heureuse en tout cas que tu l'aies accueilli comme ça, qu'on ait été d'accord. Parce que c'est vrai que quand je te l'ai proposé, j'étais incapable de prévoir quelle serait ta réaction. Et donc, j'étais très heureuse, plus que soulagée, vraiment heureuse parce que j'ai senti qu'il te plaisait autant qu'à moi. Donc, ça, c'était ouais, très, très bon signe pour la suite, en tout cas. Et sur la compréhension du texte aussi, c'était important. Eh bien, s'il n'y a plus d'autres questions, n'ayez pas de regrets, hein, mais on va pouvoir clore cet entretien, donc qui sera mis en ligne sur le site de la librairie Les Sandales d'Empédocle pour voilà, donner à voir et à entendre ce merveilleux texte avec ce merveilleux titre, Tes ombres sur les talons, de Carole Zalberg aux éditions Grasset. Merci à son éditrice d'avoir été également présente. Oui, merci. On espère vraiment pouvoir avoir Carole 6 minutes cruciales en chair et en os dans la librairie prochainement, voilà, pour que au moment où la rencontre se termine, c'est le moment où on commence normalement à trinquer et à communiquer aussi. Donc, on espère que ces moments vont revenir très vite. Oui, en tout cas, je viendrai vraiment avec grand plaisir. Merci beaucoup pour cette invitation. C'était un chouette moment. C'est bien, on arrive quand même à se ménager des moments d'échange et chaleureux quand même si on est à distance. Et merci à ceux qui étaient là, merci à Isabelle et aux autres que je ne connais pas. Et merci Juliette de cette belle surprise. Et merci au chat pour ta participation active. Et oui, non, ça, pardon pour le chat. Qui est déjà une star sur Facebook, donc. Mais il miaulait laissait peu, je ne sais pas pourquoi là. C'est comme un enfant en fait, quand on s'occupe pas de lui, il se fait entendre.